Alors, les conséquences de la dysbiose, généralement, vous les connaissez bien. Euh, Au premier lieu, des troubles du transit, constipation, diarrhée, selle malodorante ou défaite, ballonnement, crampes, haleine putride. Donc tout ça, c'est vos premiers outils, hein, sans faire forcément des séquençages. De plus en plus, on a des sociétés qui proposent de faire des analyses du microbiote. Voilà, mais simplement avec ces critères physiques d'analyse des selles et du transit, on peut très bien avoir en fait des signes objectifs d'une dysbiose. Ensuite, bien sûr, s'il y a en termes de conséquences des maladies inflammatoires chroniques intestinales, des Crohn, des intestins irritables, des rectocolites hémorragiques, des troubles métaboliques, donc notamment au niveau du foie, quand la muqueuse intestinale est abîmée, eh bien le foie derrière trinque avec le développement de stéatose non alcoolique ou éventuellement d'hépatite. Au niveau systémique, toujours diabète et syndrome métabolique, ce sont des conséquences aussi qui sont maintenant de mieux en mieux documentées. On a un nombre de publications sur microbiote et diabète de plus en plus importantes. La problématique de l'hyperperméabilité intestinale et de dérégulation immunitaire qui s'ensuit, avec des troubles du système nerveux, dérégulation du stress, dépression intestinale ou d'origine intestinale, des maladies mentales dont je vous ai parlé, schizophrénie et autisme, maladies auto-immunes, diabète de type 1, polyarthrite rhumatoïde, pour ne citer que celle-ci, et puis terrain inflammatoire et terrain allergique qui sont souvent également liés, je pense également à toutes les maladies cutanées, les eczémas, les dermatites, etc., qui peuvent également trouver une origine intestinale. Et puis au niveau des conséquences également, les cancers, on a montré qu'une trop faible fabrication des acides gras à chaîne courte était un facteur fortement prédisposant et aggravant du cancer colorectal notamment.